Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, eh bien, il s'agira d'être bien dans sa formation. Oui, comment faire pour trouver une bonne formation? Le CPF, vous en avez entendu parler. On fera le point avec un expert, Sai Shen, président de Demos et président de Brest Business School. Il est notre invité. Smart Philo, chaque semaine, un philosophe nous fait regarder l'entreprise en faisant un pas de côté. On parlera aujourd'hui de la prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire exactement que de prendre une décision en entreprise? Et on en parlera avec le philosophe Laurent Paillet-Chevaillé. Il sera notre invité. Et puis dans le cercle RH, nous accueillerons Thibaut Guilhuy, le haut commissaire à l'emploi et la directrice générale de Maison du Monde, pour inaugurer un partenariat avec Bismart et l'émission Smart Job. Une fois par mois, une entreprise ambassadrice de Un jeune, une solution viendra nous expliquer sa démarche, ses initiatives et puis les embauches qu'elle a générées. On fera le point avec ces deux invités dans notre cercle RH dans quelques instants. Et puis pour terminer dans Fenêtre sur l'emploi, la rencontre d'une chasseuse de tête. Elle était avocate, elle a écrit un livre pour raconter son parcours, pour tout simplement trouver son job idéal, ou en tout cas pour réussir pour le moins son recrutement. Ce sera à la fin de notre émission dans Fenêtre sur l'emploi. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans sa formation. D'ailleurs, l'émission est un petit peu sous le signe de la formation, de l'alternance, du mentorat. On en parlera dans notre cercle RH. Mais d'abord, parlons du CPF. Tous les salariés en ont entendu parler. Il fallait transférer d'ailleurs son DIF sur le compte CPF pour ne pas perdre ses heures et pouvoir accéder à des formations. Daïchen, merci d'être notre invité. Vous êtes expert en formation professionnelle. Vous êtes président de Demos, qui est une structure, une entreprise qui propose combien 1200 formations. 1200 formations, on va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis vous êtes aussi le président de Brest Business School. D'ailleurs, vous créez des synergies, des passerelles entre vos deux structures. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez fait l'ESSEC d'ailleurs comme école de commerce. Tout à fait, il y a quelques années. Pour le clin d'œil. D'abord, un petit mot sur la réussite du CPF, parce que c'est vrai que vous avez une palette de propositions de formation, plus de 1300. Ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien ce CPF? Tout à fait. En tout cas, merci M. Arnaud Ardouane de nous avoir invités. Sur notre panel très large de formation 1200, nous avons préqualifié 250 sur le site CPF. Il y a déjà 2 ans. Vous savez que c'est un lancement important car c'est une chance inouïe pour tous les salariés, comme vous venez de mentionner, d'avoir à la fois la liberté de choisir sa formation et aussi avoir un contact direct avec les opérateurs de la formation. Et ça, je pense que c'est un changement important et voire radical dans la vie professionnelle de salariés en France, car aujourd'hui, même avant Covid, le Covid accélère encore la transformation numérique, accélère encore beaucoup de changements de métier. Aujourd'hui, les salariés, ils travaillent plus longtemps, avec une carrière parfois de 42, 43, 45 ans bientôt. Du coup, ils vont gérer plusieurs carrières. Du coup, ils ont besoin vraiment d'une formation tout au long de la vie pour à la fois s'enrichir, mais aussi pour maintenir et développer leur employabilité. Ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est le fait qu'effectivement le salarié peut accéder directement à une liste de structures et de formations. Évidemment, il faut que tout cela rentre dans son budget, ça c'est un autre sujet. J'ai le sentiment, et c'est vrai que dans votre école de commerce à Brest, vous développez beaucoup le distanciel, le digital, qu'aujourd'hui la formation et les salariés sont à la recherche de formations souples, pratiques et de moins en moins en présentiel. Vous le confirmez, ça ? Tout à fait. Je pense que ce sentiment de recherche de liberté, à la fois de choisir, encore une fois, les thématiques de formation, mais aussi le modèle de formation, a déjà débuté avant le Covid. Brest Business School, nous avons ouvert avec notre partenaire Demos, dès janvier 2020, 3 masters spécialisés en mode blended, c'est-à-dire avec des regroupements assez ponctuels à Paris pour recouper les personnes qui viennent évidemment de différentes régions, mais aussi qui viennent de TomTom, qui viennent aussi des pays d'Afrique. Après, avec très longue période de formation distancielle. Et ça a bien marché avant le Covid. Évidemment, le Covid nous met encore plus, je dirais, de pression, mais saine, pour maintenir ce système, voire développer ce système-là.
Qu'est-ce que recherchent les salariés? Parce que justement, chez Demos, vous avez contact direct avec ceux qui vont venir cliquer sur votre site et chercher une formation. Qu'est-ce qu'ils recherchent en ce moment? On sait que les métiers de la tech sont en explosion. Je pense que les salariés cherchent aussi à se perfectionner, même à apprendre des métiers de la tech, j'imagine. Bien sûr. Alors, je pense que nous pouvons classer, si je vous dis le mot, les différents besoins de formation en 3 catégories. La première, ce sont des compétences génériques comme linguistique, comme permis de conduire, et comme bureautique, informatique. Classique, je dirais. Classique, tout à fait. Ça, c'est des choses très recherchées. Deuxièmement, ce sont des compétences, là aussi, de tout ce qui est intelligence émotionnelle, tout ce qui est sur, on appelle ça les soft skills, gestion de projet, gestion de crise, gestion de temps. Le comportemental. Si ça parle en public, etc. Et troisième, et là on voit une croissance phénoménale depuis 2-3 ans surtout ces derniers mois, c'est évidemment toutes les compétences autour du digital. Non seulement pour utiliser la technologie, maîtriser la technologie, mais aussi travailler à la technologie. Notamment comment travailler à distanciel, comment gérer une équipe à distance, comment négocier à distance et comment faire la vente à distance. Donc vous voyez, c'est une conjoncture... C'est une petite révolution ça quand même. C'est une petite révolution, c'est une combinaison entre les soft skills entre guillemets classiques et aussi la nouvelle technologie pour encore une fois avoir cette performance professionnelle. Ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise et président d'une école de commerce qui forme les cadres, les managers, vous êtes déjà dans l'anticipation et vous vous êtes dit et vous vous dites le télétravail, on ne reviendra pas en arrière, on va de plus en plus travailler à distance. Je pense que ça, c'est un mouvement qui est déjà déclenché. Le Covid ne fait que, encore une fois, accentuer ce mouvement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise et aussi les salariés recherchent une efficacité, une productivité collective. Ce n'est pas seulement la présence qui fait la présence, c'est vraiment la façon de travailler qui peut être face à face. Parce qu'on a besoin aussi de réunions, on a besoin aussi de continuer à tisser ce lien humain, ce qui est très important. En même temps, pour certaines tâches, pour certaines missions, on a besoin de s'isoler, on a besoin de calme, on a besoin aussi pas être dérangé toutes les 3 secondes par les téléphones ou par les discussions un petit peu parfois qui sont extrêmement consommatrices de temps. En même temps, ce qui est important, la technologie, du coup, qui nous permet de faciliter non seulement ce travail distanciel, mais encore une fois, le management, la gestion et le suivi du travail distanciel. Ça, on voit bien, parmi les gammes de formations que Demos propose à travers ce catalogue CPF, justement, formation distancielle, où on a aujourd'hui une offre très riche autour du télétravail et surtout aussi grâce à la technologie pour mieux travailler à distance. C'est intéressant d'avoir le patron d'une entreprise de formation qui offre autant de formations. Il y a une question souvent qui a été posée bien avant le CPF, à l'époque du DIF. Certains salariés disaient « j'ai fait cette formation, mais finalement, elle ne m'a pas rendu le service que j'en attendais ». Pourquoi ? Parce que le formateur, parce que la qualité des formateurs n'était pas à la hauteur des attentes des élèves et des personnes formées. Comment on fait quand on est à la tête d'une entreprise de formation pour véritablement recruter les meilleurs, en tout cas ceux qui apporteront le savoir et le transmettront? C'est un métier formateur. Hein. Je pense que vous évoquez une question essentielle dans notre métier, la qualité pédagogique, la qualité de transmission de connaissances et aussi de compétences. Demos, depuis son origine, nous avons pris comme parti pris de travailler avec un réseau qualifiant des formateurs experts externes. C'est-à-dire, nous sollicitons les experts métiers, je prends un exemple très simple, par formation, tout ce qui est la partie fiscalité. Nous cherchons les avocats, nous cherchons des notaires, les praticiens qui viennent... En activité. En activité. C'est très important. Mais en même temps, auparavant, nous leur proposons une formation des formateurs. Parce que vous savez très bien, parfois un bon expert n'est pas forcément un bon formateur. C'est tout à fait exact. Ça, c'est la partie des relais. Et surtout, avec la formation distancielle, l'année dernière, pendant le premier confinement, évidemment, il y a eu une période d'arrêt. Ouais. Les entreprises ne savaient pas si va ou pas continuer à envoyer les salariés en formation. Nous en profiter ce petit moment blanc pour former justement de formateurs experts avec la pédagogie distancielle. C'est une technique différente, je vous interromps, mais la technique de transmission du savoir en distanciel, c'est pas tout à fait la même que lorsqu'on est devant une classe avec des adultes, c'est pas du tout pareil. Évidemment, monsieur Adouin, c'est à la fois la technique de transmission, mais aussi le défilement, voire le déroulement pédagogique qui change. En salle, vous avez des personnes, vous pouvez les garder pendant 4 heures, s'ils sont passionnés, et si vous-même vous êtes passionné, vous pouvez organiser des jeux de rôle, vous pouvez organiser, je dirais, des interactivités, mais quand les choses sont derrière leurs écrans, vous ne pouvez pas les garder au-delà d'une demi-heure.
leur concentration. Daïchen, avant de nous quitter, une dernière question. Sur le plan du business, est-ce que vous sentez effectivement que les salariés consultent de plus en plus et utilisent de plus en plus la formation, et notamment les formations Demos? Est-ce que vous le sentez en cette rentrée-là? Tout à fait. Depuis déjà quelques mois, mais évidemment la rentrée nous permet de voir cette croissance, car pendant l'été, justement, les salariés recherchent la formation. Là aussi, on voit les thématiques sur les créateurs d'entreprises. Je pense que la crise va aussi pousser l'esprit entrepreneurial. Beaucoup de cadres, parfois managers ou moyens, sont en reconversion professionnelle. Évidemment, la création d'entreprise, l'esprit entrepreneurial, c'est quelque chose d'important. Donc là, on voit bien une demande croissante sur tout ce qui est thématique de gestion de l'entreprise, gestion RH, marketing digital et aussi, encore une fois, des compétences digitales. D'ailleurs, vous évoquez ce chiffre, il y a une plus 4% d'augmentation de création d'entreprises en 2020, et puis 2021, c'est plus 4 aussi qui continue de s'avancer. Ça veut dire que beaucoup de cadres qui sont arrivés à maturité ont finalement un peu envie de quitter l'esprit d'entreprise pour créer leur propre entreprise. Il y a à la fois, je pense que ce besoin... Il y a un ras-le-bol, il y a quoi? Il y a ce besoin de se réaliser un projet soi-même. Il y a aussi le confinement qui fait pas mal de salariés ou managers quittent les régions des grandes métropolitaines pour s'installer dans les endroits agréables. Et là aussi, du coup, ils vont créer leur propre entreprise, ils vont créer leur propre job et aussi, ils vont redynamiser le tissu économique local pour créer des jobs localement. Merci Daïchen d'être venu sur le plateau nous éclairer sur cette tendance de la formation où les salariés sont de plus en plus connectés pour aller chercher une formation spécifique, notamment chez Demos. Vous en êtes le président, et puis président, je le rappelle, de Brest Business School, qui est une belle école de commerce. Il n'y a pas que les écoles parisiennes qui forment des têtes bien remplies, mais il y a aussi des belles écoles, dont l'école de Brest Business School. Merci de nous avoir rendu visite. À très bientôt. On fait une petite pause, je suis sûr que ça va vous intéresser. On fait de la philosophie dans Smart Job. C'est intéressant d'avoir le regard des philosophes. C'est un pas de côté, une autre manière de regarder l'entreprise. Et on accueille tout de suite notre invité. Il est philosophe. Smart Philo. Allez, on met tout de suite les pieds dans le grand bain. Décider, ça veut dire quoi en entreprise? On accueille Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans Smart Philo. Vous êtes professeur de philosophie et d'éthique au lycée Notre-Dame de Grandchamp. C'est à Versailles, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et vous êtes doctorant. Vous êtes en train de préparer une thèse. Votre doctorat, votre thèse en philosophie. Vous viendrez nous en parler parce que c'est un sujet de société fondamental, politique et pauvreté. Mais aujourd'hui, c'est la décision qui vous incombe. Démarrons très large. Ça veut dire quoi décider en entreprise? Alors la décision, on en prend tous les jours. On décide de se lever le matin, on décide de s'habiller. Toutes les minutes presque. Toutes les minutes presque. Alors quelle différence en entreprise? La différence en entreprise, c'est que la décision, elle n'impacte pas que moi. Et qu'il y a des attentes. Les salariés, les investisseurs, les consommateurs attendent des choses de moi. Souvent, surtout avec le management contemporain, on a tendance à vouloir que le chef d'entreprise soit l'homme bienveillant ou la femme bienveillante qui accueille, qui accompagne. De plus en plus. De plus en plus. Mais parfois, la vie de l'entreprise, la vie économique impose de prendre des décisions difficiles, peut-être brutales, et qui peut laisser un sentiment de culpabilité aux décideurs. Et c'est de ces questions-là, de cette décision-là, celle qui n'est pas facile à prendre, que j'aimerais un petit peu discuter avec vous ce matin. Alors justement, vous évoquez, alors vous allez me dire, je fais le perroquet savant, mais vous citez une phrase de Kant que je trouve assez incroyable, c'est-à-dire que chercher ce qui est bien, ce n'est pas nécessairement être heureux. Ouais. En un mot, pour le ramener à l'entreprise, parfois on prend une décision, on la pense juste, nécessaire, mais on ne fera pas des heureux. C'est toute la difficulté. Peut-être qu'il faut d'abord se rappeler qu'il y a un jeu de perspective en entreprise. C'est que le chef d'entreprise manage l'équipe, il conduit son projet, mais il est chef d'entreprise. Il y a donc une asymétrie entre la décision que lui pose et, de l'autre côté, le salarié. Juridiquement aussi, d'ailleurs. Juridiquement aussi, le rapport hiérarchique, etc. Le lien de subordination. Le lien de subordination en entreprise. Donc, quand la décision, elle est posée, on a envie de dire, mais chef, ça va pas, je me sens pas à l'aise avec la décision, moi je l'aurais pas fait comme ça. Eh ben oui, justement, t'es pas le chef. Et moi je la fais comme ça. Et moi je le fais comme ça. Et cette asymétrie-là, elle pose des questions en éthique d'entreprise. Comment l'assumer? Parce qu'elle est peut-être vécue aussi comme une injustice. Souvent, elle est contestée, la décision. Et elle est contestée.
Donc la question, c'est de comment, non pas de la part du salarié de l'accepter, parce que là, il y a le rapport hiérarchique et la loi semble régler assez rapidement le problème, mais la question se pose du côté du décideur. Comment annoncer la mauvaise nouvelle ? Comment dormir la veille au soir quand on annonce un licenciement, quand on annonce une délocalisation ? Là est la question. J'ai remarqué, en regardant un peu le phénomène de près, que on est facilement armé quand il s'agit d'annoncer un projet, parce qu'on est dynamique. On fait avancer l'entreprise. On fait avancer, on est fier. Ah, mais quand il s'agit d'annoncer un licenciement ou autre, pas de recul. Alors comment, intérieurement, assumer cette décision, c'est toute la question. L'une des pistes de réflexion que je propose, elle prend en charge le concept de distance. Elle prend en charge le concept de distance en deux sens. D'abord, tout simplement, c'est quoi un chef d'entreprise ? Un chef d'entreprise, ça reste un rôle social. Ça reste quelqu'un qui assume un rôle social, celui de gérer une boîte. Et d'employer des salariés. Et d'employer des salariés. Dès lors, si je licencie, si je fais un plan social, c'est ce projet d'entreprise que je vise. Et donc, ma vision en tant que chef d'entreprise, elle comporte deux choses. On dit en philosophie une téléologie, un but, une visée, mais subjectivement une solitude. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier que même si le lien est amical en entreprise, à la fin, comme je le dis toujours en rigolant, le chef, il doit chefer. C'est une phrase de Chirac, ça. Enfin, ou des Schtroumpfs, non. Ou des mais de Chirac aussi. Un chef doit chef. J'avais hésité, mon côté chiracien. Et l'idée de fond, c'est que cette solitude, elle doit être assumée. Et que même dans la relation quotidienne avec le salarié, le chef d'entreprise ne doit pas oublier qu'il est seul quelque part. C'est la solitude, mettons des guillemets, mais du pouvoir. Le fait d'assumer ce pouvoir et d'en assumer les contraintes, c'est-à-dire d'assumer des décisions qui seraient douloureuses et qui peuvent être interprétées par les salariés comme une décision méchante. C'est souvent ce qu'on entend. Exactement. Ils ne pensent pas à nous, ils ne pensent pas au collectif. Ça, c'est extrêmement douloureux. Alors, à la fois pour les salariés qui vont perdre leur emploi, bien entendu, mais c'est aussi très difficile à porter pour celui qui l'annonce. Il faut pas retomber dans des querelles historiques, je crois, du capital versus prolétaire. Oui, on revient à où le chef d'entreprise, c'est le méchant. C'est Marx, là. Marx, les barbus ne sont jamais loin, mais Marx qui pousserait à un conflit, finalement. Moi, je pense qu'il faut plutôt aller plus loin que Marx. Jean Cassien, Antiquité grecque et latine, quelque chose d'assez loin, le concept de discrétio. On a gardé l'expression en français en disant c'est à votre discrétion. C'est vrai. À votre discrétion, ça ne veut pas dire que je le mets sous mon manteau, je le cache. Faites comme vous voulez. C'est faites comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Et le chef d'entreprise a ce pouvoir discrétionnaire, puisqu'il lui revient la fonction de décider. Et ce pouvoir discrétionnaire, il est important de le rappeler qu'il n'est pas un pouvoir sur le salarié en tant que personne, mais il est un pouvoir sur le contrat et sur l'activité de l'entreprise. Juste, Laurent Paillet-Chevalier, juste pour rester sur l'idée que vous avez lancée, que je trouve passionnante, c'est de distinguer finalement à l'intérieur de ce chef d'entreprise deux corps. L'être humain, le père de famille par exemple, et le chef d'entreprise qui a une fonction sociale. S'il ne distingue pas les deux, il coule, il s'effondre. Directement. C'est-à-dire que la prise de décision est une prise de décision du point de vue d'un rôle. La personne est mise de côté. Je prends un exemple simple. On peut très bien, pour des raisons économiques, licencier quelqu'un et le regretter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la personne qui est en face, je la respecte. Peut-être que je l'aime, c'est un ami. Mais je ne peux pas continuer avec toi pour telle ou telle question. Et donc, dire que Douloureux. Douloureux. C'est-à-dire qu'on peut distinguer l'acte. Et de la part du salarié, pour en parler un instant, on peut assumer peut-être le fait de dire que je garde ma valeur humaine. C'est pas mon humanité qui est là en question. Ma dignité, donc. Ma dignité. C'est pas elle qui est en question dans un licenciement. C'est pas elle qui est en question dans un plan de délocalisation. Ce qui est en question, c'est l'entreprise et sa dynamique. Pour résumer, quand le philosophe étudie le mot décider, il y a quand même à la fois de la souffrance, de la difficulté, de la douleur. On peut prendre des décisions sans souffrir ? Je crois pas. Je crois pas parce c'est compliqué. C'est compliqué parce que décider, c'est choisir. Ben oui. Et on ne choisit pas tout, mais il faut assumer les conséquences. Mais là, il y a une chose importante, c'est qu'on n'a pas assumé toutes les conséquences. Si, dans une entreprise, il y a un licenciement ou un plan de départ mûrement réfléchi, parce que c'est une décision qui ne se prend pas à la légère, je n'ai pas la responsabilité de la vie de mon salarié. Je ne suis pas co-responsable des décisions qu'il a pu prendre.
Souvent, on lit dans des revues d'éthique américaines, oui, alors s'il est marié, s'il a des enfants, C'est vrai. alors quoi? Mais c'était le cas en France aussi d'ailleurs. Oui, mais alors quoi? La vie de celui qui a des enfants vaut-elle plus que celle de celui qui n'en a pas? Je ne crois pas. Dans les plans sociaux, souvent on distingue le célibataire de la femme mariée. Du point de vue éthique, en tout cas, je pense qu'il faut recentrer sur la personne. Et simplement se dire, on prend la décision est prise, elle est actée. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'assume mes décisions. Elles auront certes des conséquences, mais je ne peux pas assumer les conséquences qui vont au-delà de mon champ d'action. Un dernier mot avant de nous quitter, celui-ci il est essentiel parce qu'on voit dans le champ politique et évidemment aussi dans le champ de l'entreprise de la contestation. C'est finalement de plus en plus difficile de décider, sereinement j'allais dire. C'est difficile, alors pour deux raisons. La société s'est durcie. La société ne s'est pas durcie, je pense qu'elle a, c'est McKinsey qui déjà souligne le point, elle a quelque part perdu les repères pour la décision. Parce qu'on ne peut décider que quand il y a des repères. Vous savez, on peut faire une expérience en entreprise, mettons tout le monde dans une forêt sans boussole, sans rien, sans décideur, sans chef, je ne crois pas qu'on s'en sortira. Il faut accepter peut-être un peu par humilité que quelqu'un décide parce qu'on ne peut pas avoir toutes les vues. Et le chef d'entreprise a des informations, il a une vision, il peut aller plus loin. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est en dessous a une place insignifiante. Elle est importante, mais il faut que la machine avance. Et capitaine, mon capitaine, il est bon d'en avoir un dans les bateaux. Ça sera le mot de la fin, Laurent Paillet-Chevalier. Merci, c'était passionnant. Et vous reviendrez, j'en suis sûr, nous éclairer sur des sujets. Alors c'est un mot simple, décider, mais on vient de le voir, si compliqué et parfois si douloureux. Professeur de philosophie et d'éthique, parce que c'est important, au lycée Notre-Dame du Grand Champ. C'est un plaisir de vous accueillir. À très très bientôt. On fait une courte pause, si vous le souhaitez évidemment, et on va s'intéresser à un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, un jeune, une solution. On va parler de ce partenariat qui va démarrer avec Bismart et l'émission Smart Job avec justement un jeune, une solution. À la rencontre à la fois vous allez le voir, de Thibaut Guilly, qui est le haut-commissaire à l'emploi, qui est le bras armé de la ministre du Travail, et puis avec la directrice générale de Maison du Monde, une entreprise ambassadrice engagée, justement, qui s'est engagée sur le chemin de l'emploi des jeunes. C'est juste après cette courte pause. Le Cercle RH, aujourd'hui, pour parler bien de notre partenariat pour une émission spéciale, un jeune, une solution, partenariat avec Bismart et partenariat avec l'émission Smart Job. On va tout vous expliquer sur ce partenariat, puis on va évidemment vous parler d'un jeune, une solution. C'est un succès, ça a cartonné. Le Premier ministre était à Lyon aujourd'hui, il a annoncé, il faut le dire, puisque on est aussi dans l'actualité, bien que on allait prolonger les aides aux entreprises jusqu'au 30 juin 2022. Je parle sous le contrôle de Thibaut Guilly, avec plus de 500 000 alternants, on va faire le point évidemment, et 13 000 entreprises ambassadrices qui sont engagées. Alors ce sont des PME, des ETI, des grands groupes, et elles ont décidé de s'engager sur le chemin de l'emploi vers les jeunes. Ça c'est important parce que c'est l'avenir d'un pays, c'est la relance. Thibaut Guilly, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mon petit doigt me laisse dire qu'on va se voir assez régulièrement grâce à ce partenariat. Oui, oui, effectivement. Oui. Avec Bismart, c'est quand même une émission ici qui est le rendez-vous de l'emploi, puis la mobilisation des entreprises pour l'emploi. Et un jeune, une solution, c'est exactement ça. C'est comment accompagner les entreprises, comment les mobiliser, comment partager les meilleures des pratiques pour faire en sorte qu'ensemble, on relève le défi de la jeunesse. Vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et on peut dire que vous êtes le bras armé de la ministre du Travail sur cette question, pilotage de cette solution, cette plateforme, un jeune, une solution. On va y revenir, les chiffres sont très bons. On parlera de l'alternance, puis je sais que vous avez envie de nous parler du mentorat aussi, parce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont intéressants. À vos côtés, Julie Valbaum. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir fait un détour par le plateau. Je disais que vous faites partie de ces entreprises ambassadrices, vous êtes directrice générale de Maison du Monde. C'est 220 magasins en France, 360 dans le monde. Vous êtes coté au SBF 120. Et puis, quand on regarde les chiffres de recrutement, vous avez beaucoup recruté. Et vous avez 20% de vos effectifs qui ont moins de 25 ans. Entreprise très jeune, moyenne d'âge 33 ans. Absolument. Donc voilà, et vous avez décidé de vous engager. D'abord un tout petit mot sur le partenariat, puis on va rentrer vraiment dans le concret pour parler de ce dispositif qui a très bien marché, parce que l'alternance c'était l'enfant pauvre, personne ne voulait faire de l'alternance, personne ne voulait aller en CFA, et puis là ça fonctionne. Notre partenariat, puisqu'on va se revoir, ça sera une fois tous les mois,
une entreprise ambassadrice qui viendra nous expliquer ce qu'elle fait concrètement. Oui, exactement. Et c'est je pense, l'illustration de ce qu'on a voulu faire dès le départ avec Un Jeune, une solution. Vous l'avez rappelé, Un Jeune, une solution, c'est des aides, évidemment, des aides à l'apprentissage, au recrutement. 5 000 quand on est mineur, 8 000 pour les majeurs. Exactement, quand on est majeur pour l'apprentissage, et comme vous l'avez dit, le Premier ministre a prolongé ces aides jusqu'à mi-2022 pour continuer d'amplifier la dynamique sur l'apprentissage. Chaque année, on bat des records historiques et il faut continuer car on veut en faire vraiment une porte d'entrée pour la jeunesse dans l'emploi et dans les compétences majeures. La deuxième chose, c'est que les aides, c'est bien, mais c'est important ensuite, ce qu'on voulait, c'était que ce ne soit pas qu'un plan gouvernemental, mais que ce soit vraiment un plan de mobilisation nationale. C'est important. On en avait parlé, et que ce soit porté aussi par les entreprises. Les entreprises ambassadrices, vous avez dit, il y en a déjà 13 000 qui ont rejoint le mouvement sur la plateforme Un Jeune, une solution. Et en fait, je suis convaincu, moi j'étais entrepreneur aussi pendant 20 ans, que c'est moins la parole des politiques que celle des entrepreneurs qui sont passés à l'action, qui expliquent pourquoi il y a un alignement d'intérêts entre leur volonté à eux, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt général qui fait qu'on peut vraiment avancer, avoir des bons résultats. C'est un an d'Un Jeune, une solution, ça nous a permis de faire une année normale dans une période vraiment anormale, mais il faut poursuivre, continuer, c'est dans l'intérêt des entreprises et des jeunes. C'est important parce que Margot Ruot nous a préparé de très belles petites animations et elle désire qu'on les voit, et on va les voir d'ailleurs. Les offres disponibles, il y a 300 000 offres, alors j'imagine que ça bouge un tout petit peu. Mais enfin, 400 000. Voilà, j'en étais sûr. Et en un mois, 400 000 offres toujours disponibles sur le site. 15 000 stages, j'imagine que c'est 20 000. Ouais. C'est ça, hein, on augmente un tout petit peu. Et puis 10 000 jobs d'étudiants. Alors là, ça c'est pour les jobs d'étudiants. On a beaucoup parlé sur le plateau, c'était un peu la galère pendant la crise Covid. Il y a des propositions, puis on parlera du mentorat. C'est 3 millions de visiteurs qui sont passés sur la plateforme, on est d'accord. On a passé la barre des 5 millions de visiteurs uniques sur la plateforme. Il faut peut-être qu'on revoie nos chiffres parce que ça va tellement vite. Mais c'est tout l'intérêt aussi du partenariat. Tous les mois, je pense que d'abord on aura le témoignage de dirigeants qui utilisent Un Jeune, une solution. Je remercie vraiment Julie Weilbaum qui est très engagée sur Un Jeune, une solution depuis le départ. Et puis aussi peut-être de mettre à jour vos fiches et aussi je vais bosser. Tous les nouveaux services qui sortent en fait toutes les semaines, tous les mois, parce qu'en fait, on part des retours des entreprises et des jeunes pour voir comment améliorer au fur et à mesure les services pour avoir le maximum de résultats possibles. Justement, Julie Weilbaum, directrice générale de Maison du Monde, 8600 collaborateurs, vous n'allez pas me contester ce chiffre-là, hein, vous n'êtes pas comme Thibaut Guilluy, c'est bien ça, là j'ai le bon chiffre. J'ai le bon chiffre. Sauvé. Entreprise jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche? Qu'est-ce qui a fait que la directrice générale que vous êtes, et évidemment il faut entraîner toute l'entreprise, vous vous êtes dit, nous on y croit à Un Jeune, une solution? Alors, deux raisons. D'abord, en effet, on est une entreprise en forte croissance avec des forts besoins de recrutement. Cette année, nous recrutons 800 CDI, 3000 CDD, vraiment à tous les niveaux, contrat temps partiel, temps plein. Siège et réseau. Siège, réseau et du manutentionnaire au data scientist. Donc, nos besoins de recrutement sont très forts. Et donc, effectivement, il est très important pour nous de nous engager là-dessus de façon très proactive. Et puis, pourquoi cette initiative? Parce que je pense que à la fois l'apprentissage et le mentorat, et je rejoins Thibaut Guilluy, je remercie vraiment pour m'avoir invité dans cette initiative, sont très précieux. L'apprentissage pour une entreprise, c'est l'assurance que le jeune, quand il intègre l'entreprise, non seulement il a été formé, il a été acculturé à l'entreprise, il est mieux intégré. Essentiel. Et donc le turnover est plus faible et la réussite et du jeune et de l'entreprise est mieux garantie. Donc c'est vrai que nous, on s'investit de plus en plus dans l'apprentissage. Juste une question un peu technique et je vous donnerai la parole parce qu'avant l'apprentissage, c'est l'enfant pauvre. On parlait toujours de l'Allemagne comme étant l'exemple de la réussite et j'ai le sentiment que la France, doucement mais sûrement, est en train de gagner le pari de l'apprentissage et de l'alternance. Mais la formation de ces jeunes, parce que c'est intéressant, on dit souvent, mais nous on a des jeunes qui sortent de l'école, ils ne savent rien faire. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi les modeler et leur apprendre doucement à vivre dans l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Oui, alors... En effet, c'est d'abord accélérer sur le volume pour créer des promos et en effet leur apprendre la vie de l'entreprise et le métier. Bah oui, donc c'est un doublement de volume entre l'année dernière et cette année sur le volume d'apprentis. Et puis c'est aussi leur apprendre les compétences de demain et jouer en tant qu'entreprise le rôle dans la société et d'apprendre aussi les compétences. Par exemple, dans le retail, c'est le digital, c'est le conseil. Oui, ça cartonne chez vous le digital. Hein. Ça marche en effet fort et donc la responsabilité de Maison du Monde, c'est de mettre ces petites compétences au service du bien commun et c'est pourquoi on crée notre
notre première école de vente, Maison du Monde, en alternance avec 50% du parcours en magasin ou au siège et 50% en circuit éducatif, essentiellement à distance, qui permet aussi un accès à l'ensemble des Français. Parce que je rejoins la deuxième raison pour laquelle Maison du Monde s'engage, c'est vraiment de jouer son rôle dans la société. Sociale, à sa mesure, sociétale. en effet. C'est de la RSE, finalement. Exactement. Et Maison du Monde étant une entreprise régionale basée à Nantes, il nous a semblé important aussi de déployer des circuits et des dispositifs accessibles dans la France entière. Et c'est vrai que la plateforme En Jeune une solution permet de rayonner en fait de façon très large. Et pour nous, c'est important. Mais je pose la question, elle est un peu politique, mais j'ai animé souvent des débats sur l'apprentissage avec des hommes politiques qui se plaignaient que les jeunes n'étaient pas motivés, que ça ne marchait pas, que le système éducatif n'était pas adapté à ces... On se dit qu'avec Un Jeune, une solution, mais on aurait dû l'inventer beaucoup plus tôt. C'est une plateforme, pour le dire simplement, qui met en relation l'offre et la demande. Enfin, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Enfin, je sais pas. C'est un peu naïf quand même. Non, c'est pas forcément naïf. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont souhaité ou qui l'ont imaginé. C'est pas une idée particulièrement originale que d'essayer de. Non, mais là, elle fonctionne. Oui, mais là, il y a peut-être une dimension où, d'abord, je pense que c'est important dans l'action publique d'aller chercher des personnes qui ont des expériences diverses. Et typiquement, moi, mes équipes au commissariat, c'est des gens aussi qui ont aussi pas mal travaillé dans l'entrepreneuriat, dans le développement de solutions, dans des associations, etc. Et donc, du coup, d'essayer de lier, une vision politique. Oui, pourquoi l'apprentissage, c'est quelque chose de nécessaire, avec après derrière l'aspect pragmatique qui va faire que ça va fonctionner. Et pour qu'on ait cet aspect pragmatique, il ne faut pas penser les choses par le haut, mais il faut écouter les jeunes et comprendre et décortiquer, et ensuite lever les freins qui vont faire que du coup, ils vont s'engager et ils vont être de plus en plus nombreux à s'engager. C'était quoi les freins pour les entreprises. C'était notre modèle éducatif. C'est qu'il y avait comme ça des freins. Alors, exemple un peu classique, vous savez, le professeur de français qui évidemment, qui n'a pas eu de relation avec l'entreprise, qui aiguillait pas forcément le jeune vers une alternance, vers des métiers techniques, disons-le. La réalité, c'est que... Et j'aime beaucoup les profs de français. Pour moi, j'aime à dire que la plateforme Un Jeune une solution, c'est quand même aussi le réseau de ceux qui n'en ont pas. C'est que si vous écoutez un petit peu et vous regardez votre entourage, bah oui, vos proches, vos enfants, etc., vous allez souvent d'ailleurs vous appuyer sur les amis d'eux ou les amis d'eux, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc, l'accès à l'information juste et précise de, finalement, sur mon territoire, à moins de 10-20 km de chez moi, si je cherche un stage, où je peux le trouver et où je peux candidater, si je cherche un emploi, un apprentissage, comment je peux le faire, faciliter cet accès-là, c'est quelque chose qui change vraiment la donne. C'est le numérique, hein. C'est aussi grâce au numérique, finalement. Oui. Cette capacité de pouvoir rencontrer... Il y a le numérique, mais attention, il y a le numérique qui doit s'articuler vraiment à l'humain. Et l'humain, on va le retrouver, effectivement, ça invite quand même, et on investit d'ailleurs très très fortement là-dedans, sur le fait d'avoir des conseillers qui accompagnent les jeunes ensuite à pouvoir se saisir des opportunités de manière plus efficace que ça ne le fait aujourd'hui. Ça, c'est le premier chantier. Et puis le deuxième chantier, c'est le sens aussi, moi, de ma présence et puis du partenariat. Je suis vraiment ravi qu'on développe cette relation avec Bismart. C'est que, en fait, c'est aussi la connexion avec l'entreprise qui va faire qu'on va pouvoir réussir. Mon action et l'action qu'on porte avec Elisabeth Borne, c'est vraiment de se dire, en fait, pour relever ces défis-là, c'est pas que le public et c'est pas que les politiques publiques qui va pouvoir résoudre cette équation-là. Vous répondez à ma question. C'est dans cette articulation, dans l'alliance main dans la main entre l'entreprise et l'action publique. Il faut reconnaître qu'il faut qu'on apprenne à parler le même langage, qu'on se fasse un petit peu plus confiance, qu'on s'écoute les uns les autres avec ces différentes contraintes. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir de l'impact. Et ça, il faut vraiment qu'on le démultiplie. Le chiffre 525 000 jeunes ont signé un contrat d'apprentissage. Oui. Je pense que ce chiffre est correct, peut-être qu'il est en évolution. Ce chiffre est correct. J'ai très peur dès lors qu'un chiffre, en général, Thibault me dit c'est pas le bon. Ce chiffre est d'une précision redoutable, mais il l'est pour 2020, pour l'année 2020, qui était un record. Hein. Je vous rappelle que quand on a démarré en 2017, on était à 280 000, donc c'est quand même des taux de croissance à faire pâlir les plus belles entreprises cotées. Mais il faut qu'on continue, et on a bien l'intention en 2021 de battre encore des records, et c'est pour cela que la ministre, que le Premier ministre et le Président de la République sont pleinement engagés sur le soutien à toutes les entreprises qui s'engagent dans l'apprentissage.
Un mot, et vous l'avez évoqué, j'aimerais qu'on approfondisse un tout petit peu parce que pour les entreprises, il y a un besoin de conserver ses collaborateurs. La question du turnover est posée notamment dans le retail. Voilà, ça va, ça vient. 62% des jeunes sortis de CFA ont un emploi pérenne à la sortie et finalement se sont acclimatés à l'entreprise et ils restent. Ça c'est une clé importante pour une entreprise, de pouvoir s'assurer, je pense à vos magasins, à votre réseau, de collaborateurs fiables, fidèles et qui sont dans la culture de l'entreprise. Absolument, il y a un rôle dans l'attractivité et la bonne intégration. Il y a un rôle aussi dans la rétention, notamment de ces jeunes, mais aussi des collaborateurs. Et ça rejoint un autre sujet qui est le mentorat, mais c'est vrai que pour un encadrant, un collaborateur, le fait d'accueillir un alternant, de contribuer à sa formation, donne plus de sens à son action. Et c'est vrai que c'est vraiment un bénéfice collectif. Le mentorat, puisque vous lancez le sujet, Julie, sur ce mentorat, dans les dispositifs d'un jeune, une solution, il y a l'alternance, on vient de l'entendre, ça marche bien, vous continuez à accélérer sur l'accélérateur, mais il y a le mentorat. Qu'est-ce que c'est exactement le mentorat ? On connaît ce concept. Hein. Bien sûr. J'ai envie de dire, c'est quelques heures qui changent tout. C'est aujourd'hui des associations avec des entreprises, depuis une petite quinzaine d'années, ont appris à aider des jeunes, soit dans leur parcours scolaire, soit au moment où ils sont en train de rechercher leur emploi, de se connecter à une personne qui a un petit peu de réseau, un petit peu d'expérience, qui est un petit peu installée et qui va dire « moi, je suis prêt à prendre quelques heures de mon temps pour t'écouter, faire un bout de chemin, cheminer ensemble et puis voir comment je vais pouvoir t'aider et te donner le petit coup de pouce qui va changer la donne. » En distanciel, j'imagine, on se connecte, on se donne rendez-vous et on se fait une visio. Les formules sont diverses de mentorat parce qu'on n'accompagne pas de la même façon un collégien qui va avoir besoin d'être soutenu un petit peu et encouragé dans son parcours scolaire qu'un jeune qui est à la recherche de son premier emploi. Le distanciel, certes, mais c'est aussi une relation. Et donc la relation se construit aussi à un moment donné dans la rencontre. Physique, oui. Voilà. Et quand vous faites ça, là aujourd'hui, c'est 25 000, 30 000 jeunes qui bénéficiaient de ça chaque année. Et on a décidé, dans une alliance justement entre les associations, les entreprises et l'État, de dire comment on change d'échelle pour que nous vivions dans un pays où chaque jeune de France se dise un jour, je sais que je peux compter sur quelqu'un qui va me donner le coup de main au moment où j'en ai besoin. C'est essentiel ça. Parce qu'on a besoin d'avoir confiance quand on est en hésitation, on a besoin d'être embarqué ou que quelqu'un vous dise peut-être que c'est pas le bon chemin, parce que ça arrive aussi, évidemment. Vous savez, la confiance, je pense que c'est le maître mot. Que ce soit moi quand j'étais entrepreneur social, vous savez, j'ai eu la chance de recruter près de 10 000 personnes et beaucoup de jeunes très éloignés de l'emploi. Et le point commun de toutes ces personnes qui étaient en difficulté, c'est qu'elles n'avaient plus confiance en elles. Exactement. Quand on réallume ce ressort-là, c'est incroyable le potentiel de redémarrage, de mouvement, d'apprentissage, etc. qu'il y a dans la personne humaine quand on fait confiance. Le mentorat, c'est un formidable acte de confiance parce que vous imaginez, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas qui bénévolement dit qui n'est pas du cercle familial. Tu comptes pour moi et je vais prendre quelques heures de mon temps pour t'écouter, m'intéresser à ta vie, à ta trajectoire et si je peux te donner un coup de main, je vais le faire. Ça change tout. Julie Walbaum, ça apporte quoi dans l'entreprise? Alors on l'a vu, il y a du recrutement au siège, dans la tech, parce que vous avez évidemment un besoin évidemment en numérique, en technologie numérique, et puis aussi les magasins. Quelles sont les remontées des directeurs de magasins qui vous disent, voilà, cet alternant, il est passionné. Qu'est-ce que vous disent ces jeunes? Parce qu'à une époque, les jeunes, on ne leur faisait pas confiance, c'était un grand débat. Ils avaient du mal à entrer sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, beaucoup de bien, parce que les philosophies, les psychologies évoluent aussi au gré des mutations du retail qui nous indiquent bien que tout ne s'apprend plus dans les livres, assez peu maintenant. Et que c'est souvent, vraiment... c'est sur l'iPhone. Hein. Alors, sur l'iPhone d'un côté, et puis sur l'expérience, vraiment sur le terrain, que tout s'apprend, se réinvente, et c'est très bien comme cela. Et donc, ces jeunes font preuve d'une grande agilité, d'une grande adaptabilité, et eux-mêmes font bouger un peu la culture de l'entreprise à travers justement cette capacité à s'adapter finalement au nouvel environnement et à être vraiment aux prises des enjeux modernes. Et vous leur faites confiance parce que le fait d'avoir un job avec de l'école en alternance, ils se disent on me donne ma chance, quoi. J'ai ma chance. Souvent on entend des jeunes qui disent on m'a pas laissé ma chance, quoi. J'ai pas pu y aller. Même là ils ont une chance.
Et on retrouve le sens que je mentionnais tout à l'heure. C'est vrai que c'est porteur de beaucoup de sens à l'intérieur de l'entreprise et même le mentorat en tant que tel. Quand un collaborateur est amené à mentorer un jeune, en effet, il voit du sens et de l'utilité à son action. Le mentorat, il peut aussi se voir à plusieurs niveaux. Pourquoi on recrute pas suffisamment d'alternants? Vous mentorez, vous d'ailleurs, Julie, vous avez le temps de On mentorer? s'est engagé dans le Parce que dispositif. c'est pas simple de dégager du temps dans l'emploi du temps. On s'est engagé dans le dispositif Un jeune, une solution, et plus particulièrement Un jeune, un mentor. De donner un petit peu de votre temps. De donner de notre temps, à la fois moi-même et l'ensemble du COMEX, et on va inviter l'ensemble des collaborateurs de notre organisation. À la fin du mois, nous allons révéler notre raison d'être sur laquelle nous travaillons depuis 1 an et demi et qui a au cœur cette responsabilité environnementale et sociale, et donc le mentorat est au cœur. Et donc je parlais mentorat parce que justement dans le recrutement, on a beaucoup de biais. On recrute peut-être pas assez dans la mixité culturelle et sociale de par ces biais, en particulier malheureusement en France. Et donc on a nous aussi besoin, entreprises, d'être mentorés, et le collectif des entreprises autour des entreprises s'engage est particulièrement bénéfique. Moi je remercie par exemple Jean-Paul Legrand, DRH de L'Oréal, qui, grâce aux rencontres organisées par le gouvernement, a fait bénéficier Maisons du Monde de tous les travaux qu'ils ont menés sur les biais cognitifs au recrutement pour justement promouvoir plus de diversité culturelle et sociale. La question de la diversité, j'allais le soulever évidemment, ça c'est très très intéressant. La suite quand même, pour faire un peu d'économie, le dispositif c'est 9 milliards en année pleine, relancé. Il faut quand même le dire, les chefs d'entreprise qui s'engagent, je pense aux PME, je pense aux entreprises qui disent mais j'ai pas les moyens moi de prendre un alternant, c'est possible d'un point de vue économique. Le chef d'entreprise a tout intérêt à tendre la main à un jeune. Sur le plan économique, c'est intéressant, il faut quand même le dire. Non mais tout à fait. Alors sur le plan économique, c'est vraiment intéressant. Je fais une petite incise économique, mais il faut le dire quand même. C'est vrai sur l'apprentissage, c'est vrai aussi d'ailleurs sur des aides à l'embauche. Vous avez tout sur le site, jeuneunesolutions.gouv.fr, de façon vraiment très didactique. Notamment, on a des aides quand les entreprises font le pari quand même du recrutement de jeunes qui ont plus de difficultés à trouver un emploi. Je pense notamment aux jeunes qui sont dans les quartiers politiques de la ville, dans les zones rurales un petit peu plus éloignées. Le etc. débat de la diversité. Il n'y a pas moins de potentiel et moins de compétences, mais par contre, la mécanique est moins évidente et du coup, l'État vient au soutien et encourage toutes les entreprises à recruter là-dessus. Donc effectivement, c'est intéressant économiquement, mais je pense que c'est aussi intéressant durablement. C'est aussi une question de posture, de culture RH, et parce que vous allez d'abord, il n'y a pas une seule entreprise en ce moment qui ne dit pas qu'elle a des difficultés de recrutement. À partir du moment où vous développez votre capacité à vous ouvrir en fait à plus d'opportunités, vous réglez une partie du problème. Et puis vous parliez de rétention tout à l'heure de collaborateurs, mais que ce soit pour ceux en qui vous avez fait le pari, pour qui vous avez parié sur eux, vous leur avez donné les moyens d'eux. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps ils ne vont pas aller voler de leurs propres ailes, mais vous allez quand même globalement trouver des personnes qui vont être encore plus engagées dans l'entreprise parce qu'il y a quand même une reconnaissance. Et pour ceux, les collègues qui ont participé parfois à cette réussite-là, ou en tout cas qui l'ont mesurée, eh bien ils voient bien que l'entreprise du coup a une considération pour les personnes, a une considération pour les équipes, et du coup ça forme un attachement évidemment qui est beaucoup plus fort que dans des entreprises qui seraient juste à venir faire la cueillette, je dirais, aux compétences sur le marché du travail. Oui, ce qui renvoie au débat de la raison d'être et de l'engagement citoyen d'une entreprise, et puis on le ressent aussi probablement quand on entre dans un magasin et qu'on consomme, on voit aussi des collaborateurs qui peuvent être épanouis, accueillants, serviables, enfin en tout cas à minima heureux d'être dans l'espace professionnel dans lequel ils évoluent, ce qui est quand même essentiel pour le business. Enfin, j'imagine que c'est très important quand même. Et Thibault mentionnait l'ouverture. L'ouverture fait partie des compétences clés que ce type d'initiative développe et qui rend en effet nos équipes en magasin plus réceptives aux besoins du client, plus à même de répondre aux enjeux de demain et meilleures parce que plus intelligents émotionnellement, relationnellement. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, je vois une vraie source d'efficacité à promouvoir cette diversité culturelle pour aller créer plus d'ouverture et plus de collectifs. Donc c'est clé à ce niveau-là également. J'ai lu cette phrase, alors, de vous peut-être ou du Premier ministre, finalement cette institution, cette plateforme Un jeune, une solution, c'est le plan de relance en fait. C'est un plan de relance. C'est ce qui va relancer notre économie. Enfin, non, mais en tout cas, c'est au cœur du plan de relance. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'investissements dans la transition écologique, dans l'industrie, dans la réindustrialisation. Mais effectivement, Un jeune, une solution a une place quand même à part dans France Relance parce que ça a voulu être aussi c'était un double message, Un jeune, une solution. C'était à la fois ne pas sacrifier cette génération sur l'autel du Covid. Sur l'autel du Covid. Et ça, je dirais, ce pari-là est réussi. Mais c'est aussi
aussi que nous avons besoin des jeunes, de leurs compétences et de leur envie pour pouvoir accélérer les transformations profondes dont nous avons besoin dans les entreprises, la transition digitale, la transition écologique, tous ces défis-là aussi de la résilience, de l'adaptabilité au changement permanent, eh bien, les jeunes peuvent y jouer un rôle et y prendre une part importante dans la relance. Avant de nous quitter, c'est une question qui est souvent posée depuis presque 20 ans. Comment on fait au-delà des métiers de service, puisqu'il est question de métiers de service, de la tech, qui sont des métiers assez connectés aux jeunes, comment on fait pour redonner envie aux jeunes de devenir cordonnier, boucher, plombier, qui sont des métiers dont on manque. Il suffit d'avoir un problème de plomberie pour se rendre compte qu'on a peu de plombiers en France. Comment on fait? Ça aussi, c'est intéressant. Oui, en fait, vous savez, on parle souvent de métiers d'avenir, mais en fait... c'est des métiers d'avenir. C'est évidemment des métiers d'avenir. Là où nous, on est en train d'investir beaucoup, c'est en fait sur, moi je crois vraiment aux portes ouvertes en fait, que les entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes. Elles peuvent l'ouvrir à travers le mentorat. Et aux professeurs. Qu'elles fassent des vies ma vie, qu'elles les accueillent en période d'immersion ou en stage de troisième, ou etc. Et rappelez-vous comment vous avez déterminé vous votre chemin. Souvent il s'est fait sur la rencontre avec un métier. Ah bah tiens, ça c'est pour être, ah c'est ça, et, tiens ça m'intéresse. Ouais, c'est une étincelle, c'est une rencontre. Une équipe, une personne, etc. qui vous a partagé un petit bout de sa passion, etc. Finalement vous auriez pu, si on y réfléchit, vous auriez pu avoir 100 métiers différents, et puis finalement vous en avez choisi un. Eh bien c'est cette rencontre-là, et donc moi c'est un petit peu cet appel-là aux entreprises de leur dire aussi... Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. C'est comme ça qu'on sera, je pense, plus fiers de nous-mêmes, avec une société et un pays, la France, qui sera bien meilleur pour pouvoir accueillir, intégrer les jeunes et arrêter d'en mettre autant sur le bord de la route. Et puis en même temps, c'est préparer, et Julie l'a dit très bien, préparer la performance de son entreprise, la réussite de son entreprise. Et la communauté des entreprises s'engage. Un jeune, une solution. Ce que nous faisons, c'est juste pour rendre ça simple. Et ça sera mon dernier message. C'est que une fois qu'on a envie, c'est vrai que c'est simple. Je comprends tout à fait qu'un chef d'entreprise, j'ai été moi-même, surtout quand on est une PME, enfin une petite entreprise, on n'a pas le temps. On se dit ça va être compliqué. Oulala, puis les aides, il va falloir remplir des CERFAD, etc. Il y a une petite part de vérité là-dedans qu'on essaie de gommer au fur et à mesure. En tout cas, on y travaille. Mais on rend les choses simples. Engagez votre entreprise dans le mentorat, ben c'est simple comme 3 clics sur Maison du Monde. Donc, à Maison du Monde, faites des courses à Maison du Monde et puis surtout engagez-vous dans le mentorat. C'est vrai que je suis un client Maison du Monde. Je devrais pas le dire, mais c'est vrai. La suite pour vous, c'est de trouver quelques heures pour faire du mentorat. Vous vous êtes engagé sur le plateau. Vous savez que c'est le début du partenariat. Vous n'avez plus le choix. Avec plaisir, mais c'est aussi le passage à l'échelle. C'est pour ça que le collectif est si important. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces mobilisations partenariales, parce qu'en effet, c'est ensemble qu'on trouve des solutions qui passent à l'échelle. Moi, mon parcours digital m'invite toujours à se dire comment on industrialise, et donc on parlait de l'orientation et des portes ouvertes. Et là aussi, les entreprises ont une réflexion à mener. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle sur la découverte de nos métiers, plus en amont aussi sur le circuit scolaire, pour que dès que les jeunes de 3e en fait puissent... Et je m'autorise à dire que le monde éducatif doit aussi se tourner vers l'entreprise, donner envie aux jeunes d'aller en entreprise. Ce n'est pas un gros mot. C'est important vraiment, de le dire. Donc vraiment rejoignez les communautés des entreprises s'engagent. Vous avez les services, vous avez les plateformes pour pouvoir rendre les choses simples. Vous avez aussi des collègues, des pairs à pairs, ce que vous disiez avec votre échange avec L'Oréal, mais ça c'est très riche en fait. Juste observer ce que d'autres ont fait et après d'ailleurs vous adapter à votre entreprise, à vos convictions, à ce qui résonne en vous. Et évidemment, le chantier de l'orientation du partenariat avec le monde éducatif est absolument clé et ça fait partie des actions qu'on a l'occasion de mener au sein de la communauté des entreprises s'engagent. Julie Valbaud, merci de nous avoir fait le plaisir de venir sur le plateau pour cette inauguration. Alors, il n'y a pas eu de ruban, évidemment, de ce partenariat avec Bismart et Smart Job. Vous êtes la directrice générale de Maison du Monde avec la raison d'être qui va sortir là bientôt. Peut-être viendrez-vous nous en parler de cette raison d'être. C'est intéressant que vous nous racontiez aussi. C'est l'âme de l'entreprise, la raison d'être. C'est très intéressant. Et puis, merci à Thibaut Guilhuy. On va se revoir, Thibaut, j'en suis certain, dans le cadre de ce partenariat. Chaque mois, une entreprise accompagnée de vous, d'Elisabeth Borne. Toutes les semaines, un témoignage. Et un témoignage chaque semaine, évidemment, un témoignage pour qui vous va inspirer, illustrer. Inspirant, exactement, qui vous donneront, vous qui n'êtes pas encore engagé parmi les ambassadeurs, peut-être de vous engager au commissaire à l'emploi et aux entreprises, il faut bien le préciser, aux côtés d'Elisabeth Borne. Merci à vous, c'était un vrai plaisir de partager ce moment. On termine notre émission, avec un livre et une avocate. Alors, elle n'est plus avocate, elle n'a jamais porté la robe, elle avait fait une erreur d'aiguillage, comme quoi, vous voyez, et elle est devenue aujourd'hui chasseuse de tête. Elle va nous raconter à travers son livre comment on fait réellement pour trouver un emploi et trouver le bon job. Ça, c'est important. C'est tout de suite.
bien-être sur l'emploi. Comment faire pour trouver le job, son job, alors le job de ses rêves évidemment, ou tout simplement comment faire pour bien s'orienter, trouver la bonne route pour accéder à l'emploi. On en parle avec Marie Hombrook. Bonjour Marie. Bonjour Arnaud. Vous êtes fondatrice CEO du cabinet Atorus Exécutive. Un tout petit mot parce que vous sortez ce livre et vous vous dévoilez un tout petit peu dedans. Et si vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête chez Vibert, vous avez vu, je vous ai présenté comme chasseuse de tête. Votre éditeur ne voulait pas vous appeler chasseuse? C'était un vrai sujet, chasseur, chasseuse. Non, c'est un métier d'homme? Oui et non. Après, nous, on a voulu plutôt avoir une vision un peu plus globale, prendre un peu de hauteur. Donc le masculin réglait tout. Voilà, c'était ça. Et puis on s'est dit, en termes de recherche, peut-être le terme chasseur passait plus que chasseuse. Ça donnait un petit côté Xena Lagarnière et ce n'était pas du tout l'image qu'on voulait donner. D'abord, vous racontez que vous avez été avocate sans vraiment plaider au pénal et aller porter la robe. Bon, ça c'est réglé. Ensuite, vous avez menti à votre père puisque vous avez été embauché. Vous avez raconté que vous étiez avocate dans un cabinet de recrutement, ce qui n'était pas vrai puisque vous avez été embauché comme chasseur de tête, puisque c'est le nom utilisé sur la couverture. Et là, dans ce livre, c'est très intéressant parce que vous dédramatisez. Quand on lit ce livre, vous nous dites, mais attendez, faites ça comme un jeu. Il faut vraiment le prendre comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de crispation quand on cherche un emploi. Oui, parce que pour moi, quand je vois des candidats arriver, je les vois souvent très stressés, fatigués. Et en fait, nous, on le sent en tant que chasseur de tête, on ressent vos émotions. Donc l'idée de dire... Il y a un côté psy un peu. Alors on n'est pas jusque-là. Vous scannez quand même. Évidemment, on est là pour comprendre comment la personne se sent et dans quel environnement elle va s'épanouir. Donc l'idée de cette dédramatisation de la recherche d'emploi, c'est de vous dire, voilà, vous êtes à un moment de votre vie où vous allez devoir chercher un nouveau challenge. Deux options pour vous. Soit vous prenez ça de manière très contraignante et ça ne va pas être très drôle, ni pour vous, ni pour les personnes que vous allez rencontrer. Soit vous vous dites, bon, je suis une étape clé de ma vie, très bien, je vais faire ça de manière constructive et je vais essayer d'en retirer quelque chose de positif. Alors il y a des témoignages de DRH, de gens qui ont beaucoup d'expérience et qui apportent leurs témoignages. Il y a des représentants du GIGN pour la négociation, enfin tous ces sujets qui sont liés. Vous dites, évidemment, trouver un emploi, ce n'est pas qu'un CV et une lettre de motivation. Et vous racontez une petite anecdote, là aussi, c'est écrit de manière assez savoureuse. Vous parlez de cette candidate peluche. Alors racontez cette histoire parce qu'elle est incroyable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les candidats, quand ils présentent leur candidature, ils font ce qu'ils peuvent au mieux. Ils essaient de vendre au mieux leur candidature. Ouais. Et parfois, sans vouloir faire exprès, ça va être complètement à côté, ça va être maladroit. Là, en particulier, c'est à côté. C'est une femme qui tient sa peluche en photo. Ce qui se passe, c'est que je tombe sur le CV d'une candidate qui est géniale, super parcours. Seulement son profil... Dans l'industrie, je crois, un métier assez lourd. Elle est sur un poste de direction lourd. On est dans le secteur de l'industrie, mais vraiment un métier technique. Ouais. Et on voit cette candidate avec une peluche rose fluo géante de licorne. Et en fait, oui, c'est vrai que ça surprend. Mais c'était tellement inapproprié. Et en soi, dans l'absolu, si vous recherchez un métier dans la créa ou dans le métier de la peluche, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, oui. Pourquoi pas? La peluche licorne, en l'occurrence. Oui, c'était tellement décalé. Il y avait un tel décalage. Donc vous l'appelez? Évidemment que j'appelle cette candidate. Je me dis qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu représenter l'image de la société dans laquelle elle travaillait, mais avant. Parce qu'il y a 10 ans, elle travaillait dans une société qui fabriquait des peluches. Donc elle valorisait son produit, enfin le produit de sa boîte. Exactement. Elle pensait être corporate, sauf qu'elle avait changé d'entreprise, changé de milieu. Et c'était ridicule. Ça n'avait aucun sens. Vous l'avez recrutée finalement? On a fait changer son CV. On a fait changer sa photo, en tout cas. Et on a transféré évidemment la candidature parce que la candidate était top à notre client, mais on lui a bien alerté en disant qu'il y avait un décalage entre l'image qu'elle renvoyait et qui elle était réellement. Mais Marie, on n'écrit pas un livre par hasard. Vous avez un cabinet, vous accompagnez, vous êtes chasseur de tête. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un recruteur et un chasseur de tête? Alors, je ne sais pas sur la subtilité, ce qu'il y a une définition. C'est la même chose? Pour moi, il y a sûrement une... Non, mais il y a un côté plus fun en disant je suis chasseur de tête. J'ai l'impression qu'on va chercher des lions dans la savane. Alors non, il n'y a pas de subtilité particulière. Moi, mon job, en tous les cas, c'est de permettre à mes clients qui vont me donner des mandats de trouver la personne la plus appropriée pour leurs besoins. Et mon job à moi, c'est vraiment de faire la rencontre entre ces deux personnes. Les candidats que nous connaissons très bien, parce que nous sommes au quotidien avec eux, en ce qui me concerne depuis 10 ans sur les fonctions RH et juridiques, donc je connais bien ce terrain. Et quand un client vient vers moi, je peux lui dire rapidement, voilà, c'est cette personne qu'il va vous falloir, tant sur les compétences techniques que sur les compétences comportementales.
Donc ce livre, vous l'écrivez, c'est ce que vous racontez d'ailleurs au début de ce livre, au-delà des anecdotes personnelles ou familiales, c'est que vous vous êtes retrouvé confronté à cette situation, vous-même. C'est-à-dire on envoie des CV partout, on fait des lettres, on hésite à l'écrire, on la trouve moche, on regarde beaucoup de séries à la télé parce qu'on n'a pas envie de le faire. Enfin, on a tous été un jour confrontés à ça, et là vous nous prenez un peu par la main en fait. Exactement. Il y a beaucoup de choses que vous apprenez dans votre vie, mais finalement, faire une recherche d'emploi, ça ne s'apprend pas à l'école. Et personne. C'est clair. Il n'y a pas un prof qui vous explique comment faire. Mais on vous apprend la trigonométrie, on vous apprend la vie de Napoléon. Ça manque d'ailleurs peut-être, Mais- dès le lycée, de commencer à expliquer comment on écrit une lettre de motivation. Exactement, moi c'est ce que je pense. En tous les cas, je prône pour l'enseignement de la recherche d'emploi le plus tôt possible. Et c'est peut-être parce que c'est pas un sujet, il y a déjà tellement de choses à faire. Mais néanmoins, quand moi j'ai des gens en face de moi, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'expérience, c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile. Vous prenez même des gens, des cadres supérieurs, et j'en parle souvent, hein, des stars que j'ai pu rencontrer, des gens qui sont dans des comex de très haut niveau. Tout d'un coup, ils paniquent. Mais tout d'un coup, ils paniquent parce que finalement, ils savent lire des KPIs, ils savent faire plein de choses. Mais attention, faire une recherche d'emploi, c'est pas les mêmes compétences. C'est plus leur zone de confort là. Exactement, on les sort de leur zone de confort. Et alors là, le pire du pire, c'est la négociation de leur salaire. Parce que finalement, ça leur renvoie leur image. Quelle est ma valeur sur le marché ? Ça crée une très grosse angoisse, ça. Évidemment. Et du coup, comment faire pour dédramatiser cette négociation ? Alors que pourtant, hein, même les directeurs juridiques qui sont des très fins négociateurs, ils font ça toute la journée. Dès qu'il s'agit de négocier leur salaire, Ah oui. j'ai la phrase non mais moi je ne connais pas ma valeur, à ton avis, qu'est-ce que je vaux ? Si vous C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés d'ailleurs. Mais oui, Bah évidemment. oui, c'est cette phrase. Voilà, il y a une panique. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que, je le redis, il y a une notion de dédramatisation. Ouais. Vous nous le dites, prenez votre temps. Il y a l'idée du step by step. Ouais. C'est un peu de ça aussi quand même. On peut échouer, on recommence et on y va progressivement. Chaque jour est une petite victoire, quoi. Exactement. Et en fait, il y a comme un tempo, c'est comme une musique. Et Pierre Cohu, un DRH excellent, m'avait dit voilà, moi je suis DRH, mais je suis aussi musicien. Oui, c'est vous l'évoquez, oui, effectivement. Et dans un recrutement, il y a un tempo. Il y a des moments, il faut aller plus vite. Il y a des moments, il faut prendre un peu plus de temps. Et c'est pas grave si ça marche pas, il y en aura d'autres. Quels sont les 2 ou 3 conseils pour peut-être résumer et donner envie de lire votre livre à ceux qui cherchent aujourd'hui un emploi? Alors vous l'évoquez, il y a ceux qui sont demandeurs d'emploi, puis il y a ceux qui sont en entreprise, et ils sont nombreux, et qui disent bon, bah, j'en ai un peu marre, j'ai envie de voir ailleurs. Mais tout d'abord, demandez-vous qu'est-ce qui est pour vous le job idéal. Donc commencez par vous poser cette question très simple, à cet instant T, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et puis regardez vos compétences avec bienveillance et dites-vous, bah voilà, je sais faire ça. Et vers Ça quoi je colle, pourrais- ça colle pas. Voilà, exactement. Une fois qu'on a défini ce job idéal, eh ben, c'est le début du jeu. On peut y aller, on peut partir à la chasse Ouais, au vous trésor. dites le jeu, hein, vous l'assumez. Bien sûr, c'est une chasse au trésor. Ouais. Enfin, c'est un peu provocateur, évidemment. Il y a des situations qui sont très Et ce qui est compliquées. génial dans votre jeu, c'est que vous le dites, on peut rejouer comme on veut. C'est génial. Bah Au jeu oui. du recrutement, vous ratez un entretien, c'est pas grave, il y en aura un deuxième rejoue. demain. On rejoue. Et c'est pas grave. Et donc, dans ce livre, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Donc, dédramatiser, mettre de l'humour. Et pour vous retenir 3 éléments clés. Donc, 1, définir votre job idéal. 2, structurer votre recherche. Ouais. Soyez structuré. Mettez-vous des étapes. Donnez-vous un rétro-planning. Ensuite, préparez-vous, quelle que soit l'étape, l'entretien, la négociation. Préparez-vous bien, ça veut dire renseignez-vous sur la personne qui est en face de vous, renseignez-vous sur l'entreprise et sachez ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce que vous allez vouloir. Donc vraiment préparez ça. Et enfin, soyez vous-même. On vous recrute pour qui vous êtes. Et si on ne vous recrute pas, eh bien c'est ma grande phrase, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que voilà, ça devait pas se faire. C'est comme Ça une histoire devait d'amour en quelque sorte. Et voilà. Ça devait se faire ou ça devait pas se faire. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. Et ben ça veut dire qu'on change et on essaie de trouver femme ou homme à son goût. Et en l'occurrence, emploi à son goût. Merci Marie Hombrook d'être venue sur le plateau. Je pense qu'on n'a plus le temps, mais que par ailleurs, il faut être accompagné quand même dans ce genre de démarche. Alors pour les gens qui ont des difficultés, Ah oui. évidemment, restez pas tout seul à vous dire j'y arrive pas, j'y arrive Si on pas. est tout seul dans son appartement et on tourne en rond. Et en plus, le pire, c'est que j'en parle dans ce livre, hein, c'est des autosaboteurs. Il y a des candidats qui se deviennent autosaboteurs, qui vont demander conseil à des gens qui ne sont pas des professionnels. Et qui vous torpille. Et sans faire exprès, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, ça va être contre-productif. Donc si vous avez des difficultés, allez voir des coachs, c'est leur métier et ils pourront vous aider. Les coachs, merci Marie Hombrook, édition Vuibert. Et si vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête avec un S à tête. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer. Évidemment, merci à Margot Ruot et ses belles animations graphiques. Merci à vous qui nous regardez, merci pour votre fidélité. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur Internet et qui réagissent. Vous êtes très nombreux. Merci, à demain. Je serai là. Bye bye.